Hello and welcome to Silax. Today, very special episode because it's the first ever episode with student podcasts, which were produced as part of the FNR-funded project. Here's how it went. First, as part of the project week, Class 3C2 from Lycée Aline Mayerich in Luxembourg City went on a trip to Paris, where they had a chance to visit the Musée de l'Homme and record their impressions and sounds. They came back to Luxembourg full of energy to produce maximum 10-minute podcasts related to what they've seen and experienced. Topics: brain development, feelings, neurological diseases, and art. Now on to the results. Exceptionally for Silax, we present the podcast in 3 languages, English, French and Luxembourgish, as the students could choose the language they felt most comfortable in. Let's start with Parkinson's disease. Need to add that it was well chosen, as a lot of research is done in this field in Luxembourg. Hello everyone! Welcome to today's podcast show talking about neurological diseases. Now, you may ask yourself, what is a neurological disease? Well, we'll explain this in our podcast and you're gonna have fun, so enjoy! Neurological disorders are defined as disorders that affect the brain as well as the nerves found throughout the human body and the spinal cord. All neurological disabilities result from damage to the nervous system, and depending on where the damage takes place, can determine to what extent communication, vision, hearing, movement, and perception are impacted. The most common neurological conditions are epilepsy, Alzheimer's, migraine, brain tumor, traumatic condition, and Parkinson's. Didn't the famous boxer Muhammad Ali suffer from Parkinson's disease? That is right, Noemi. He was diagnosed with Parkinson at the early age of 42, just 3 years after his retirement from boxing in 1984. Muhammad Ali was and still is one of the most performant prominent figure of his time when it comes to boxing. This is one perfect proof that this kind of condition can hit anyone. Actually, for Muhammad Ali, the main trigger for PD were due to continuous blows on his head throughout his boxing career. But for others, this may be genes, environmental triggers, medication, or even other progressive brain conditions. Did you know that PD affects about 1 million people in the US and 10 million worldwide? Well, I didn't. Actually, in Parkinson's disease, certain nerve cells called neurons, which are located in an area of the brain known as the substantia nigra, break down or die. The neurons are responsible for producing a chemical messenger in your brain called dopamine. When dopamine levels decrease, it causes irregular brain activity, leading to problems with movement and other symptoms of PD. The cause of Parkinson's disease is actually unknown, but scientists believe a combination of genetic changes and environmental factors may be the cause of Parkinson's disease. PD is an extremely diverse disorder. That I can say. Moving on to the first episode on cave art and art in general. 2.5 million years ago, human beings had the need to paint on walls. Why is that, you may ask? In this podcast, we will discuss cave art, the human instinct to create art and its benefits. Those paintings date back to 40,000 to 14,000 years ago, so they originated from the Paleolithic era. This art was created by Homo sapiens, the first human beings on planet Earth. This type of art is the earliest known human art, and it's best known for its prehistoric cave paintings of animals, humans, and even of creatures that appear to be a hybrid of both. Many believe that this artistic movement only includes paintings and drawings, however it also includes statues and sculptures that are often forgotten about. This art can be found on all continents besides Antarctica for obvious reasons. The most famous caves being located in Europe and more precisely in Spain and in France. So the most famous ones are Altamira from Spain and Lascaux from France. So experts believe that portable art would have been created to serve a spiritual purpose, and others think it was to show one's identity. When it comes to the paintings, some believe that the paintings were made to document and identify predators and prey, so it would have served an educational purpose. Others believed it was used for storytelling because of their location in the dark corners of the caves, which would have been great to unfold a narrative.
Now, what's also interesting to point out, which many may not realize, is that cave art is the art of freedom, as since the early beginnings of human life on Earth, it has been the only one that hasn't been regulated and restricted by the elite. It shows the everyday man creating art without any restrictions. However, it has not been the only unrestricted art. There is another modern-day art form which is often compared to cave art, which is, believe it or not, graffiti. But we will pass on to something a little more beneficial to the listeners out there. The benefits of art. It has been proven that while we are doing art, neurotransmitter dopamine is getting produced in our bodies, which stimulates the creation of new neurons in our brain, and therefore boosts our focus and learning process. So it improves our brain function, but it can improve brain function to the point where it may prevent Alzheimer, because creativity has been shown to build connections in the brain. And those new connections strengthen the mind, which can even stop memory loss and preserve cognitive function. So I suggest you guys go find yourself a creative hobby if you want to stay sane and live till 100. And the other approach to cave art also with some sound design. Nous sommes ici devant une photographie d'une paroi qui semble classique. Juste en dessous, une photo de cette même paroi, mais avec un filtre de renforcement numérique du contraste des couleurs. On voit donc sur cette nouvelle photographie les peintures rupestres qui n'étaient pas visibles à première vue. Juste à côté, on voit la reproduction des peintures sur la paroi sans le filtre. La technique utilisée par les hommes préhistoriques pour peindre dépendait du noir ou du rouge. La couleur noire était issue du charbon et la couleur rouge-brun venait d'argile. La couleur des argiles dépend de l'oxydation du fer. Ils mélangeaient ces matières solides à de l'eau ou de la salive afin de créer une matière étalable. Nous sommes arrivés au musée dans l'exposition nommée Préhistomania. Autour de nous, on aperçoit beaucoup de peintures préhistoriques de tailles différentes. Devant moi, une longue peinture de plusieurs mètres de long et 1 mètre de haut. De couleurs rouge foncé, clair, noir et même bleu et vert. On aperçoit aussi beaucoup d'animaux, de tribus, d'humains armés, et on remarque qu'ils chassent, et ça on pourrait deviner que c'est leur quotidien, et que chasser à leurs yeux est très important. Une petite opinion d'un touriste. Je trouve que c'est quand même... On voit comment ils imaginaient la Terre avant, et comment ils essayaient de retransmettre un peu l'image qu'ils avaient, la vision qu'ils avaient de la Terre. Et donc c'est super intéressant de voir un peu leur vision du monde. Des Homo sapiens, nos ancêtres très anciens, nous montrent à l'aide de leurs peintures murales comment ils vivent et pensent. Ces peintures nous racontent leur histoire et les scientifiques étudient ces œuvres pour savoir comment nos ancêtres ont changé avec le temps. Par exemple, quand les dessins sont compliqués, cela montre qu'ils avaient beaucoup d'idées dans leur tête. Les outils qu'ils utilisent pour faire ces œuvres nous disent aussi à quel point ils étaient malins et débrouillards. En regardant ces dessins, nous découvrons aussi comment ils vivaient ensemble, ce qu'ils croyaient et comment ils ont survécu dans des endroits difficiles. En bref, l'art des Homo sapiens est comme un livre qui nous aide à comprendre leurs histoires. Merci d'avoir écouté et à bientôt. There was also an episode about feelings. Piperleger am Kopf. Und somit willkommen zu unserem Podcast. Emotionen, wir kennen es alle gut, ob froh, traurig, genervt, gestresst oder verliebt sind. Sie sind immer präsent. Dir frut ich alle gut bestimmt, weil das Gefühlswert mit unserem Podcast über Science zu dienen hat. Maja, wir verbinden die zwei Sujets und erklären nicht auf einfach Art und Weise, was in unserem Kopf geschieht, wenn wir verliebt sind. Also Julia, was geschieht dann am Gehirn, wenn wir eine Emotion verspüren? Mal das erklären ich dir. Das limbische System am Gehirn kreiert die ganzen Zeiten Emotionen. Wie das bemerkt der Mensch nicht immer. Recht wenn Signale von diesem System an den Kortex, als Hirnrinde kommen, gehen Emotionen wie Angst, Fried, Roserei und Traurigkeit bewusst wahrgeholt. Wart kurz, du hast gerade vom limbischen System geschwart.
Was ist das dann überhaupt? Maja, das limbische System ist eine Gruppe von Strukturen am Gehirn, die für die Verarbeitung von Emotionen und für die Speicherung von Erinnerungen zuständig ist. Nun kommen wir zum ersten Mechanismus. Insgesamt gehen es da zwei. Den ersten Mechanismus analysiert die Situation ungenau, aber ganz sehr. Über den Thalamus, der das ein Teil vom limbischen System, geht Information von unseren Sinnesorganen direkt bei der Amygdala. Das ist auch ein Teil vom limbischen System, was für eine emotionale Reaktion und Speicherung von Gedächtnisinhalten beteiligt ist. Amygdala beurteilt an Millisekunden, ob dem empfangene Reiz nützlich oder gefährlich ist. Über den Hypothalamus an den Hirnstamm geht dann die passende körperliche Reaktion ausgelöst. Damit soll sich der Körper auf einen Kampf vorbereiten oder für eine Flucht bereit sein. Für das noch kurz zu resümieren. Das heißt also, dass der erste Mechanismus kurz und unklar ist und dafür, dass der Mensch sehr reagieren kann. Genau so ist es. Nun kommen wir zum zweiten Mechanismus. Der zweite Mechanismus verläuft vom Thalamus an den Cortex, als Hirnrinde, wie ich vorhin erklärt habe. Und das ist ein gut Stück mehr los. Mehr dadurch auch viel mehr detailreich vergleicht zum ersten Mechanismus. Beteiligt sind hierbei die Rinde am Ahn und den Hippocampus, aus dem Gedächtnisinhalte abgerufen können gehen. Die momentane Situation geht mit einer anderen aus der Vergangenheit verglichen, für die Gefahr anordnen zu können. Für den zweiten Mechanismus ist der präfrontale Kortex wichtig. Das verschafft Emotionen und zieht Schluss für eine passende Handlung. Der präfrontale Kortex ist auch die Hirnregion, an der emotionale Reize und bewusst Gefühle umgewandelt gehen, die wir dann empfangen können. Und der zweite Mechanismus dauert also mehr lang, mehr als dafür mehr präzise und daraus können klare Handlungen geschlossen gehen. Genau, du hast alles richtig verstanden. And to finish off, a full episode on multitasking and brain plasticity. Ah, les hommes ne savent pas faire deux choses à la fois. Ah, cette phrase mythique que toutes les femmes sortent. Plongeons ensemble dans les secrets du multitasking et de la plasticité cérébrale. Mais juste avant, une brève présentation de la constitution de notre cerveau s'impose, de manière à mieux comprendre et s'imaginer le pourquoi du comment de notre cerveau. Mesdames, désolé de vous décevoir, mais ce mythe est faux. Eh oui, il faut savoir que notre cerveau est assemblé de différentes parties pouvant fonctionner en même temps. Notre cerveau est constitué de 2 hémisphères, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, dont chacun est composé de 6 lobes. Le lobe frontal qui sert à réfléchir, faire des choix et l'attention. Le lobe pariétal qui sert à se repérer, compter et la coordination. Le lobe occipital qui est situé à l'arrière du cerveau sert à voir par exemple. Le lobe temporal, lui, sert à entendre, comprendre et reconnaître. Et finalement, il y a le lobe limbique qui sert aux émotions et le lobe insulaire qui s'occupe de tout ce qui est douleur. Le multitasking ou multitâche fait donc référence à la capacité de notre cerveau à gérer et à effectuer plusieurs tâches simultanément, qui nécessitent à plusieurs parties de notre cerveau de travailler ensemble. Que ce soit en répondant à des emails tout en écoutant de la musique, en faisant du vélo tout en parlant au téléphone, ou même en écoutant ce podcast tout en vaquant à d'autres occupations. Nous sommes souvent engagés dans des activités multiples à la fois. Le multitasking semble donc être un super pouvoir moderne, mais en réalité, notre cerveau ne fait pas réellement plusieurs choses à la fois. Au lieu de cela, il passe rapidement d'une tâche à l'autre, ce qui peut entraîner une diminution de l'efficacité et de la qualité de notre travail. En fait, des études ont montré que le multitasking peut réduire notre productivité jusqu'à 40% et augmente beaucoup plus vite notre fatigue. Cela nous amène à parler de la plasticité cérébrale, le deuxième aspect de notre discussion. La plasticité cérébrale fait référence à la capacité du cerveau à se remodeler et à s'adapter en fonction de l'expérience et des besoins. C'est une qualité étonnante qui nous permet d'apprendre de nouvelles compétences, de récupérer de blessures et même de changer nos comportements. Alors, comment la plasticité cérébrale entre-t-elle en jeu lorsque nous jonglons avec plusieurs tâches à la fois ? Eh bien, chaque fois que nous pratiquons le multitasking, notre cerveau est sollicité pour faire des ajustements, à passer rapidement d'une tâche à l'autre. Au fil du temps alors, ces ajustements peuvent renforcer certaines connexions neuronales, améliorant ainsi notre capacité à gérer plusieurs tâches simultanément.
Cependant, il est important de noter que le multitasking peut avoir des effets négatifs sur notre efficacité. Il peut également limiter la profondeur de notre réflexion et de notre concentration. Pour optimiser notre productivité, il est souvent préférable de se concentrer sur une tâche à la fois en utilisant des techniques telles que la planification et la gestion du temps. En conclusion, le multitasking est une compétence fascinante que notre cerveau peut développer grâce à sa plasticité remarquable. Cependant, pour tirer le meilleur parti de notre potentiel, il est important de reconnaître quand le multitasking peut être utile et quand il vaut mieux de se concentrer sur une seule tâche. En comprenant et en utilisant ces principes, nous pouvons exploiter pleinement le pouvoir de notre cerveau pour atteindre nos objectifs et réaliser notre plein potentiel. Voilà, mesdames. Maintenant, vous savez que ni les hommes ni les femmes ne savent faire deux choses à la fois de manière optimale. Well done, 3C2. I am really impressed with the students' work, and I hope the skills they acquired will help them navigate both the world of science and the world of consuming content online. Big thanks go to Mrs. Carol Lunkes, biology teacher at Lycée Aline Mayrisch, who was the second coordinator of the project, and Mrs. Judith Reichertzer, who assisted us a lot throughout the project and gave a great presentation about journalism. Finally, thank you, Mattia Reim, for being our technician. This is it for today. We're back next week with the usual Silax episode powered by Research Luxembourg. Remember that holidays are really the best time to listen to all the episodes you haven't had time to explore. And there are more than 70 waiting for you in our catalogue. This was Silax, and my name is Hanna Siemaszko.